Christelle Lagier, Armelle Cloto, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire. Aux élections anticipées de 2024, la mobilisation des mouvements sociaux a été massive et elle a permis de repousser, mais jusqu'à quand, l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Au cours de ce webinaire, nous n'aborderons pas la question des réseaux de l'extrême droite ou de ses stratégies. En revanche, nous avons décidé de nous concentrer sur l'électorat ou les électorats des extrêmes droites, car nous avons constaté qu'au sein d'Attac, les analyses divergent parfois. Or, pour élaborer une stratégie cohérente, nous avons besoin d'une base d'analyse commune, et c'est pourquoi nous avons fait appel à vous, puisque les résultats de vos recherches peuvent nous aider à réfléchir. Donc, Christelle Lagier, tu es enseignante-chercheuse en sciences politiques. Et Armelle, tu es docteur en sociologie et tu as également, et vous avez toutes les deux travaillé d'une manière ou d'une autre sur les électorats des extrêmes droites et vous aurez l'occasion de nous expliquer comment vous avez mené vos recherches et quels sont leurs résultats. Alors, qu'on le souhaite ou non, en fait, la question de l'extrême droite s'impose à nous, et quand je dis à nous, c'est à nous, la société, mais aussi à nous, Attac, à l'instar de l'Assemblée nationale, de plus en plus de villes, de régions et de départements voient des listes RN s'approcher du pouvoir et parfois même y accéder, hein, c'est le cas de certaines mairies. Cela a des impacts notamment sur les thématiques que porte Attac, la justice sociale, la justice fiscale et la justice écologique, mais aussi des effets en termes de liberté publique et de liberté associative. C'est dans cette perspective qu'un groupe de militantes et de militants d'Attac a décidé de constituer cette année un groupe de travail sur cette question. Le groupe se propose de travailler sur l'analyse des extrêmes droites, des moyens de lutter contre sa progression, de résister si jamais elle arrive au pouvoir. Et donc, je m'adresse là aux adhérentes et aux adhérents d'Attac. Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe, son adresse mail est à la fois sur Vie Interne et sera mise en description de cette vidéo. Alors, on va commencer dans un premier temps par parler un petit peu de l'état de la recherche. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, à la fois à Attac et à la fois à l'extérieur d'ailleurs, c'est que le RN serait le premier parti ouvrier de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette affirmation qu'on entend quand même de manière très très régulière ? Alors peut-être je peux commencer, mais sur cette question, alors premier parti chez les ouvriers qui votent, hein, c'est peut-être ça qu'il faut préciser. On est quand même dans des contextes électoraux qui sont marqués par une très forte abstention, en croissance depuis le début des années 80, et une abstention qui aujourd'hui est majoritairement intermittente, c'est-à-dire des gens qui ne votent pas de manière régulière. Donc effectivement, le parti Rassemblement national est celui qui s'en sort un petit peu mieux dans la catégorie des ouvriers, mais en fait dans un champ politique dans lequel les ouvriers votent très très peu. Après, les catégories ouvrières qu'il ramène vers lui, ce sont aussi des catégories ouvrières qui se positionnent plutôt à droite de l'échiquier politique, contre le mythe d'un parti communiste qui aurait rassemblé l'intégralité des ouvriers. Non, il y a des ouvriers qui votent à droite, il y en a toujours eu, et effectivement c'est plutôt dans ces franges-là, plutôt appartenant à une basse classe moyenne, on va dire, que le Rassemblement national a tendance à faire de bons suffrages. Et pour compléter, on peut aussi dire que le vote des classes populaires, donc, comme tu as pu le dire, c'est d'abord un non-vote par l'abstention massive, mais c'est aussi la non-inscription, bien souvent sur les listes électorales, ou l'absence de droit de vote pour nombre d'entre eux et d'entre elles. Et puis à ça, on peut ajouter aussi quelques caractéristiques sociales sur l'abstention, c'est qu'on a d'autant plus de chances de s'abstenir que l'on est jeune et femme, et à l'inverse, d'autant plus de chances de participer au scrutin que l'on est âgé et homme. Ok, et donc si on sort de cette catégorie de parti ouvrier, est-ce que du coup on peut aussi laisser de côté le mythe selon lequel il y aurait une porosité entre l'extrême gauche et l'extrême droite, y compris à l'extérieur du coup de ces catégories ouvrières? Alors sur cette question-là, s'il y a une porosité qui existe clairement, c'est entre la droite et l'extrême droite. Il y a un tropisme droitier très fort des électorats du RN, et de plus en plus. Ça, c'est des choses que moi, j'ai observées de très longue date, en fait, sur le territoire du Sud-Est, avec des mouvements qui se sont accélérés depuis le début des années 2010 et sur des élections locales où on voyait très, très bien comment il y avait des scores décroissants de la droite classique et puis un Rassemblement national, Front national qui était en augmentation. On ne peut pas faire comme si le parti Les Républicains, qui est rassemblé jusqu'à 30% de suffrages aux différentes élections durant la Ve République et qui aujourd'hui a fait 4% à la présidentielle de 2022, élimination de son candidat en 2017, ce parti-là, ces électeurs-là, ils continuent à être là et ils continuent à voter.
Parce que les électorats de droite sont des électorats qui votent de manière assez régulière et qui recherchent en fait à droite une offre politique. Donc pour avoir travaillé et mené une enquête en 2017 notamment, on s'est bien rendu compte des hésitations de ces électorats-là, qui effectivement, en l'absence de François Fillon, ne savaient plus pour qui voter. Pour une partie sont allés vers Emmanuel Macron, mais qui en 2022 sont allés davantage vers Zemmour, puis vers Marine Le Pen. Donc voilà, il y a vraiment des vases communicants quand même entre ces électorats. Pour ce qui est des extrêmes qui se rejoindraient, là, moi, je serais beaucoup plus prudente. La science politique nous montre quand même que la volatilité électorale, elle existe plutôt dans des espaces politiques où on se reconnaît. Oui, effectivement, on va peut-être voter PC, puis une fois PS, on va peut-être voter LR, et puis une fois Modem. Là, oui, ça peut bouger. Après, passer de la droite à la gauche, c'est déjà beaucoup plus rare, et de l'extrême gauche à l'extrême droite aussi. Donc voilà, pour l'objectiver, c'est très dur. Et les enquêtes par questionnaire qu'on a menées à la sortie des urnes nous montrent qu'effectivement, les votes, par exemple, en faveur de LFI au premier tour de la présidentielle en 2017 et en 2022 sont corrélés négativement avec les votes pour Marine Le Pen au deuxième tour. Donc, il n'y a pas de report, en fait, de ces électorats massifs sur l'extrême droite. D'accord, merci. Il y a donc quelque chose qu'on entend quand même beaucoup et qui alimente un peu ce mythe-là, c'est la critique des ultra-riches qu'on peut retrouver à l'extrême droite, notamment l'idée que l'extrême droite se battrait contre le système, ce qui s'appelle le système. Il y a souvent une petite teinte d'antisémitisme d'ailleurs dans ces discours-là. Ça crée, notamment dans le paysage médiatique, des discours sur un populisme qui rejoindrait non pas les électorats pour le coup, mais peut-être plus les candidats. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut objectiver du coup ou pas ? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, je peux peut-être commencer pour dire ce mot de populisme, il est déjà à questionner, peut-être à déconstruire. On peut commencer par dire que la question du vote des catégories populaires a toujours posé problème, entre guillemets, c'est-à-dire que les gouvernements en place ont toujours regardé d'un œil assez suspicieux le vote des catégories populaires, dans l'idée que peut-être ils pourraient renverser le pouvoir ou du moins en demander davantage. Et donc à travers ce mot de populisme, c'est une manière de reporter ce mépris sur ces catégories sociales plus populaires et une manière aussi de discréditer leur choix politique quand elles en font un, puisqu'on a dit que leur choix majoritaire était quand même l'abstention. Et à ça, on peut ajouter un autre élément sur cette critique des ultra-riches qu'on retrouverait de la part de l'extrême droite. Quand on regarde les électorats d'un candidat comme Zemmour, ne perdons pas de vue que la majeure partie de ces électeurs et de ces électrices sont à Neuilly-sur-Seine, Paris 16e, etc. Des endroits qui ne sont pas particulièrement caractérisés par leur pauvreté. Peut-être sur cette question du populisme, on peut renvoyer aux travaux d'Annie Kolovald sur la question, qui est une sociologue qui avait déjà écrit un ouvrage en 2004 sur le populisme du FN et qui a republié une actualisation là, dans le manuel indocile des sciences sociales. Donc il faut quand même aller voir comment, effectivement, cette notion, c'est une manière de stigmatiser. Il y a un mépris de classe évident dans la désignation de certains électorats comme étant des électorats plutôt populistes. Et en fait, c'est de la récupération que fait aussi l'extrême droite parce qu'elle en joue énormément. Quand on regarde l'affiliation de ce terme, en fait, c'est un terme qui a été utilisé dans les années 70 par l'extrême droite américaine pour se démarquer en fait de la droite libérale. Et ça a été récupéré au début des années 80 par le Rassemblement, enfin le Front National à l'époque. Et c'est une manière pour lui, en fait, de dire on n'est pas extrême droite, on est populiste. Donc voilà, comment on est l'incarnation du peuple, c'est une prétention, le populisme. Quand on dit que le RN est populiste, en fait, on lui reconnaît cette prétention à représenter le peuple. Et du coup, on évacue quand même des oppositions structurantes du champ politique, que sont la droite, la gauche. Donc ça dépolitise beaucoup l'approche, en fait. C'est ça qui est problématique dans ce terme. Très bien, merci. Mais alors du coup, est-ce que ça voudrait dire que finalement, les gens qui votent pour l'extrême droite voteraient par colère? On a beaucoup entendu ça pendant assez longtemps. Notamment, on a entendu que les personnes qui votaient pour le Front National à l'époque ne votaient pas pour le voir élu, mais uniquement pour montrer qu'ils et elles étaient en désaccord avec les politiques en place. Est-ce que c'est quelque chose qui a existé? Et si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours? Alors, vote de colère, moi je dirais plutôt vote de défiance. Je pense que la défiance, elle est évidente. On est sur des électorats qui sont très désillusionnés, ça c'est sûr, à l'égard du système politique, sans doute beaucoup plus que les autres. Défiance à l'égard en fait d'un système qui ne représente pas une partie de la population, mais ça on le retrouve dans d'autres franges, dans d'autres électorats, donc c'est pas propre à ces électorats-là. Alors moi sur le vote d'adhésion, de protestation, sur l'adhésion je suis toujours très prudente, parce que quand on fait un peu de socio-électoral, qu'on fait des entretiens avec des électeurs, mais alors là pour le coup de tous les partis politiques,
Quand on les interroge sur les raisons pour lesquelles ils votent pour les partis, on a énormément de mal à retrouver les propositions qui sont dans les programmes et à retrouver aussi des raisons vraiment de voter pour ces partis-là. En fait, le vote, c'est un acte collectif. On va voter déjà parce qu'on est dans des environnements qui votent, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement. Et on va voter pour tel ou tel parti parce qu'on est dans un environnement qui vote pour ce parti. Donc en fait, c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire au-delà de la défiance qu'il peut y avoir, c'est comment il y a des gens qui se retrouvent dans des environnements où on vote et qui préfèrent aller voter Rassemblement national. La question, elle se pose là, peut-être, et effectivement, le système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, la classe politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui est quand même incarnée par des hommes blancs majoritairement issus de la bourgeoisie, effectivement, elle ne représente pas une partie de la population, ça c'est certain. Et puis, comme on a eu l'occasion de le dire juste un peu avant, dire que c'est un vote de colère, c'est encore une occasion de discréditer ce vote, qui serait irréfléchi parce que populaire peut-être d'ailleurs, et donc colérique, et donc hésitant, peu justifié, c'est ramener... c'est en fait discréditer l'acte de vote de toute une partie de la population à travers cette notion de colère. Il y aurait un vote réfléchi d'un côté, un vote de colère de l'autre. Où est la limite? Comment établit-on cette catégorie? Sur quoi repose-t-elle? On peut s'interroger là-dessus. Et prendre un pas de recul aussi et se dire et si c'était un vote de colère, ne serait-il pas légitime finalement? Et ne serait-il pas bien fondé? Ne serait-il pas... et plutôt que d'imputer la responsabilité de ce vote de colère aux personnes qui mettre un bulletin dans l'urne, on peut aussi se retourner vers les gouvernements qui proposent des alternatives dans lesquelles des fractions entières de la population ne se retrouvent pas ou plus, et puis regarder aussi les partis politiques et l'offre qui suggère, qui ne permet pas de collecter des votes qui soient d'une adhésion, comme ça peut être le cas dans d'autres parties de la population à d'autres époques de l'histoire de la France. On entend aussi que souvent que le vote pour l'extrême droite est un vote des marges. Alors, est-ce que ces marges existent? Comment on fait pour les définir? Et j'aimerais aussi vous poser la question un peu de... vous avez dit tout à l'heure que quand même, après l'abstention, on avait un vote assez important pour le Front National ou Rassemblement National aujourd'hui chez les ouvriers. Pour autant, dans certains quartiers populaires, on sait aussi qu'on a un vote qui est très important pour la gauche ou la gauche radicale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différents votes finalement des classes populaires? Et est-ce qu'on pourrait diviser ces classes en fractions de classes finalement? Alors, peut-être que ce que nous enseigne un peu la science politique, c'est qu'il n'y a pas un électorat du Rassemblement national homogène. Ça, c'est sûr. On parle de conglomérat électoral, hein, c'est Daniel Kexy qui utilise cette expression, et c'est vrai que en fait, c'est une agrégation d'électorats qui, comme ça, et on l'a vu dans l'histoire du Front National, il attire des parties de la population qui après se mettent à distance. Donc, on est effectivement sur une difficulté à identifier un électeur type ou une électrice type de ce parti. Après, effectivement, ce qu'on retrouve, nous, en tout cas sur les terrains sur lesquels moi j'ai travaillé, c'est qu'on a une partie de la basse classe moyenne qui se rapproche de ce parti-là pour des raisons qui sont liées au fait que ce sont des gens qui... Alors, c'est Félicien Faury qui utilise cette expression, il dit des dominants dominés, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent dans des situations où finalement, ils ont l'impression qu'ils sont tirés vers le bas et que pouvoir tenir à distance les catégories les plus basses, ce vote est un peu un vote de distinction finalement, un vote un peu d'honneur de ces catégories-là pour se distinguer Alors si c'est ça qu'on appelle les marges, oui, on va dire c'est le bas de la classe moyenne, on peut dire ça, mais ces marges-là, elles travaillent, elles paient des impôts, elles sont insérées socialement, ce ne sont pas les catégories les plus défavorisées ou les plus fragilisées de la population, qui elles plutôt ne votent pas, hein, ça il faut quand même le rappeler. Donc voilà, alors les marges, elles s'élargissent quand même, hein, et aujourd'hui on est dans une fourchette très haute quand même des résultats électoraux du Rassemblement national qu'on ne doit pas négliger. Et il a réussi à gagner, à mon avis, dans des électorats qui autrefois votaient pour d'autres partis politiques. Pour compléter, peut-être donner un exemple issu d'un terrain sur lequel j'ai travaillé dans le département de la Mayenne, je crois qu'on aura l'occasion de présenter après nos enquêtes. Ce qu'on a bien noté, c'est que le vote se comprend dans un contexte. Et dans un contexte, comme c'est le cas dans la partie est du département de la Mayenne, qui est très populaire, qui est relativement industrialisé encore,
Le comportement électoral va se comprendre dans une suite d'autres comportements sociaux que sont des choix de consommation, de loisirs, de groupes d'appartenance, etc. Et donc on va voter comme son groupe de pairs et contre d'autres voisins sociaux, et surtout dans des coins de la France où la majeure partie de la population est ouvrière et employée. Il s'agit de micro-distinctions de classe avec des fractions qui en fait se distinguent parce qu'elles peuvent accéder à la propriété et travaillent dans le même endroit et parfois sur les mêmes fonctions que d'autres qui, elles, ne peuvent pas accéder à la propriété parce que, par exemple, leur contrat n'est pas aussi stable ou ils ne sont pas au 3-8, ce qui occasionne un salaire un petit peu supérieur et donc une plus grande possibilité d'accéder à un logement. Donc on est sur des stratégies, on peut parler de ça, même si le vote n'est pas complètement rationalisé, mais des stratégies de distinction dans un espace social qui se comprend à une échelle extrêmement localisée. En tout cas, c'est le propre de nos approches en sociologie électorale. Et alors, du coup, je vais reposer la question du point de vue d'attaque. Est-ce que ça veut dire que on aurait raison de pousser en avant des logiques de redistribution? Nous, on travaille notamment beaucoup sur tout ce qui est finances publiques, impôts, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui serait, est-ce que ce serait un élément qui permettrait d'aller contre le Rassemblement national ou le Front national? Alors, l'argument de la redistribution, il se cale quand même sur des programmes politiques. Il a l'avantage de repolitiser les choses, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que là, ce qui se passe, alors c'est Olivier Schwartz qui utilise cette notion de conscience triangulaire, en fait. C'est-à-dire ces catégories, elles sont prises entre des catégories beaucoup plus riches au-dessus d'elles, qu'elles regardent avec envie, mais elles ont le sentiment que finalement, ça ne changera pas, parce qu'on est dans un système dans lequel on ne pourra rien faire, et c'est comme ça. Et donc, elles veulent se distinguer des catégories les plus basses. Donc, elles regardent vers le bas de l'espace social. Reposer la question de la redistribution sociale, reposer la question de la justice fiscale, évidemment, ça oblige à regarder vers le haut, quoi. Donc je pense que ces thèmes-là, ils doivent être portés, mais dans des contextes dans lesquels, effectivement, il faut repolitiser ces choses-là et ne pas les présenter sous l'angle sous lequel les présente le Rassemblement national, c'est-à-dire un angle identitaire. Et puis, effectivement, cette idée qu'on va être sur de l'assistanat et que forcément, on va aider des populations qui ne contribuent pas à l'État-providence, parce qu'on a quand même ça. Il y a une critique très forte de l'État-providence, en fait, chez ces électorats-là, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils payent pour les autres et qu'eux n'en bénéficient pas. Donc là, il y a une égalité, évidemment, et je pense qu'on s'en sortira que comme ça, c'est-à-dire remettre de l'égalité aussi dans l'accès à un certain nombre aussi de prestations, pour que ces individus-là aient le sentiment aussi qu'ils bénéficient de cette redistribution. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un défaut. Ils sont en demande d'État. Ce ne sont pas des électorats qui demandent qu'il y ait moins d'État, ce n'est pas avec des discours très libéraux. Non, au contraire, ils sont sur une demande de service public, mais avec un prisme racial, parce que le Rassemblement national a mis ça dans le débat et que toutes les autres formations politiques se sont calées dessus, quoi. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question qui se pose un petit peu, du coup, donc on vient parler de comment la thématique de la redistribution peut avoir finalement un impact. Est-ce que dans vos terrains ou dans votre expérience, les campagnes électorales ont un impact significatif sur les électorats? On entend souvent qu'il faut absolument faire campagne, parfois même qu'il faut aller faire campagne pour ramener ces électeurs et électrices du Rassemblement national vers la gauche. Donc on vient de voir que finalement, ce n'était pas déjà un électorat de gauche, mais quel impact peut avoir les campagnes électorales, quel impact peuvent avoir les campagnes électorales sur cet électorat? Alors, oui, vas-y. Oui. Sur cet aspect-là, ce que nous apprend la sociologie électorale, c'est que le comportement électoral, il est à comprendre comme multifactoriel. Donc il n'est pas j'investis des sommes massives dans des programmes télévisés qui du coup se retrouvent dans les urnes sous forme mécanique. Le vote est un comportement social qui est profondément ancré dans un environnement, dans des discussions de proche à proche, en fonction d'un territoire dans lequel on est impliqué. C'est des décisions qui peuvent se prendre dans des délais très courts, les jours, les semaines, parfois même les heures précédant les scrutins, et qui sont liées à une discussion avec tel membre de la famille, tel voisin, voisine. Et c'est à partir de ça qu'on a les modèles explicatifs qui permettent de comprendre en fait la dimension collective de cet acte vu comme individuel. Et après, ce qu'on peut ajouter sur... oui, les campagnes produisent des effets, mais si elles sont relayées,
au local par des personnes qui sont proches des électeurs et des électrices, en l'occurrence de l'extrême droite. Si je prends mon cas, et puis c'est un petit peu différent dans le tien, donc en Mayenne, les candidats et candidates appartiennent à la bourgeoisie ou à les forces de l'ordre au sens large, et n'entretiennent pas de relation de proximité avec les électeurs et les électrices. Mais pour une raison très simple, en fait, c'est qu'ils ne sont pas dans les mêmes espaces géographiques. Les candidats et candidates vivent plutôt dans les petits pôles urbains, les autres dans les zones plus rurales, ils ne fréquentent pas les mêmes espaces, ils ne font pas les mêmes loisirs, n'ont aucune occasion de se rencontrer, à part la veille du scrutin, lors d'une opération de tractage, où ils découvrent pour la plupart qui sont les candidats et les candidates dans leur territoire. Et cette distance-là fait qu'il y aurait la place pour aller faire d'autres campagnes et du coup porter un autre message, à condition qu'on ait une proximité avec ses électeurs et ses électrices, une proximité géographique, sociale. De mon point de vue, c'est une illusion de penser que dans le temps d'une campagne, on va ramener des gens de l'extrême droite à la gauche. Hein. Alors là, clairement, je pense que c'est pas possible, parce qu'effectivement, une campagne, elle est là pour réactivité des sociabilités qui sont déjà là. Mais on peut pas compter sur une campagne, alors en plus dans le temps très court de ce qu'on a pu voir là cette année, pour effectivement changer les choses. Par contre, ce qu'on a bien vu cette année, c'est que ça marche. C'est-à-dire que quand on commence à reparler de politique dans ces cercles d'interconnaissance, quand on remet de la politisation vraiment dans les discussions, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de ce que les médias mettent dans le débat, mais qu'effectivement, il y a des choses qui sont discutées dans les environnements proches, ça fonctionne. Et on peut réactiver ça de manière très très nette dans les familles, dans les voisinages, etc. Par contre, après, aujourd'hui, il y a quand même une classe politique qui a aussi abandonné des territoires au Rassemblement national. Il y a des territoires où la droite s'est complètement retirée, la gauche ne fait plus campagne du tout, et puis revient à un moment donné de la campagne pour venir parler à des gens qui ont le sentiment, en plus, alors quand effectivement il y a des écarts très très larges entre les caractéristiques des personnes qui viennent faire campagne et celles qui sont en local et qui habitent là, ça ne marche pas du tout. L'impression qu'on vient donner des leçons à des gens à qui on viendrait expliquer comment il faut bien voter. C'est très très mal perçu. Donc je pense que c'est un travail à faire. C'est vraiment d'activer des sociabilités, d'avoir des relais sur des territoires, et puis d'aller vers des profils qui ne sont pas dans les partis politiques aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des femmes, des jeunes, des minorités racisées, qui effectivement vont pouvoir aller parler aussi à des catégories de la population qui n'attendent que ça. Et je pense que là, il y a un gros travail des organisations politiques à faire. Alors, à vous entendre, on a l'impression que finalement, c'est les sociabilités qui sont les plus importantes. Est-ce que ça veut dire que finalement, les propositions des partis politiques sont moins importantes? Et est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que finalement, les électorats du Rassemblement national ne connaissent pas les propositions qui sont faites par leurs candidates et candidats? On peut le dire, oui. Je pense qu'on peut le dire, on s'accorder là-dessus. Alors, on peut le dire, quand on fait des entretiens, c'est très net. Moi, quand j'ai interrogé clairement les gens sur les raisons pour lesquelles ils votent pour ce parti, alors quelles sont les mesures qui vous plaisent dans le programme, les gens ne sont pas en capacité de donner des mesures. J'ai même des gens qui m'ont justifié le vote pour le Front National en me disant la sortie de l'euro, mais de toute façon, c'est pas possible, elle ne pourra pas le faire. Donc, on me justifie ce vote en m'expliquant qu'en fait, on ne vote pour ce parti pour une proposition qui ne pourra pas être mise en place. Et après, on dit, mais de toute façon, elle n'appliquera pas son programme. Si vraiment elle va trop loin, de toute façon, on est en démocratie, on sera protégé, l'Europe mettra son veto. Donc, il y a la dénonciation d'un système et en même temps, il y a l'idée que si vraiment on s'était trompé, hein, si par hasard on s'était trompé en votant pour Marine Le Pen, bah, c'est pas grave, on serait protégé par ce système qu'on est en train de dénoncer. Donc, la rationalité du vote, il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on dit. Et le poids des programmes, alors après, les programmes, ils comptent quand ils sont, pareil, discutés dans les entourages. C'est-à-dire, quand on a des propositions qui sont mises dans le débat, qu'on en discute, mais est-ce que tu es d'accord là-dessus et toi? Parce qu'il y a besoin de relais, en fait, et qu'on a beaucoup d'espaces dans lesquels la politique, elle existe quasiment pas. Hein. Les gens ne sont pas concernés, ils n'ont pas le temps de s'informer, ils ont des métiers qui les occupent énormément et ils n'ont pas le temps, en fait, d'avoir... Mais par contre, s'ils ont ce qu'on appelle des leaders d'opinion, c'est-à-dire des gens qui sont là, bah, tiens, on a regardé ça, on a écouté, on a entendu parler de ça, ça fonctionne et ça peut marcher, mais ça doit être effectivement réactivé dans les entourages. On pourrait aussi se questionner sur la connaissance des programmes des électeurs de gauche ou de n'importe quel parti politique. Peut-être Prendre du face, c'est-à-dire ce que Moulay Le Paty le reconnaît aussi hein, dans les modalités de choix de bulletin. Complètement, parce que moi non plus, je n'ai pas forcément toujours le temps de lire un pourcentage de programme. Et c'est la même chose pour le vote, hein, le fait d'y aller en fait. C'est-à-dire que si on n'en parle pas avec les gens autour de nous, en fait, il y en a qui ne savent pas. Enfin, moi, j'ai des étudiants à l'université, si on ne leur dit pas qu'il y a des élections, ils ne sont pas au courant, quoi. Donc ça veut dire que dans leurs entourages, on n'en parle pas.
Et ça signifie que il y a des territoires complets où en fait ces choses-là passent inaperçues. D'autant plus qu'on n'est pas inscrit sur les listes électorales Bien parce sûr. qu'on a déménagé et que les mairies finalement nous ont retirés, ou parce qu'on n'a pas fait l'acte au moment où on devait le faire. Il y a aussi une mobilisation bien en amont à faire lors des derniers moments, des dates butoirs pour s'inscrire sur les listes électorales, dans nos entourages, vérifier que nos amis d'amis sont bien inscrits. Tout ça est une action qui peut aussi avoir un effet en fin de scrutin, quoi. Et on peut noter quand même que les dernières grosses campagnes de communication pour l'inscription sur les listes électorales, c'était 2007, hein, et ça a très très bien marché. C'est-à-dire le taux de participation, notamment sur les publics les plus jeunes et ceux qui d'habitude ne votent pas, était important. Depuis, le gouvernement n'avait plus jamais communiqué sur le fait d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça en dit long quand même sur la volonté aussi de laisser une partie de la population à l'écart en fait des scrutins. Donc on passe maintenant à un autre temps de ce webinaire. Ça va être plutôt sur la manière dont vous avez mené vos recherches. Donc ça a plusieurs objectifs à ce temps. Déjà, donner envie de lire des sciences sociales, mais aussi, pourquoi pas, d'en faire. Et ça, c'est plutôt toi, Armelle, qui nous en parlera. Et puis enfin, donner des pistes de compréhension des recherches dites qualitatives. Parce que ces recherches ne prétendent pas aboutir à des résultats qui soient vrais partout et tout le temps. Pour autant, vous allez nous expliquer aussi pourquoi il faut prendre au sérieux vos résultats. Donc, première question qui s'adresse à vous deux. Comment vous avez eu accès à vos terrains respectifs et comment vous avez été reçus sur ces terrains? Parce que dans la perspective où des gens auraient envie de faire des recherches, c'est toujours une question à se poser. Moi, sur la jeunesse de cette enquête, alors déjà, qu'est-ce que c'est cette enquête? C'est une enquête qu'on a fait avec 3 collègues à moi qui sont chercheurs en sociologie ou en sciences politiques, et puis un groupe d'amis autour de nous qu'on a mobilisé, puisque moi, je viens de la Mayenne, ce fameux département du nord-ouest de la France, tout à fait rural, et je voyais avec inquiétude dans le village et dans les villages autour, dans lesquels j'ai pu grandir, un vote croissant du Front National à l'époque, sans forcément en comprendre les ressorts. Et j'étais en train de faire mon doctorat sur un autre sujet, et j'avais quand même cette envie de pouvoir mettre les outils des sciences sociales au service d'une interrogation personnelle et un peu d'une interrogation citoyenne aussi. Donc j'ai mobilisé ces amis chercheurs et puis aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec la recherche, qui simplement avaient envie de s'engager dans quelque chose autour de cette campagne. Et donc on s'est intéressé à ce territoire parce que moi j'y ai grandi et parce que ça me permettait d'y avoir une entrée, et aussi parce que une des personnes avec laquelle on a fait l'enquête, donc Guillaume Le Tourneur, il faisait une partie de son terrain dans le cadre de sa thèse en sciences politiques. Et ce terrain est très intéressant puisqu'il est, donc c'est un milieu rural qui, à la différence de d'autres milieux ruraux, n'est pas en déclin, est acquis à la droite conservatrice de longue date, est assez modestement industrialisé, mais le taux de chômage est quand même inférieur à la moyenne nationale, et il se compose principalement d'ouvriers et d'employés. Donc un endroit qui est assez propice pour analyser toutes les hypothèses qu'on avait à l'époque sur les facteurs de croissance du Front National. Et donc on a décidé de faire une enquête en 3 temps, à la fois un questionnaire sorti des urnes, donc à l'issue, le jour du premier tour des élections présidentielles de 2017. Donc un questionnaire sorti des urnes, c'est un questionnaire qu'on va présenter aux personnes alors qu'elles sortent du bureau de vote, leur demandant tout un tas de questions correspondant à leur catégorie socio-professionnelle, à leur genre, à leur appartenance sociale variée. Et puis ensuite, nous, on y avait ajouté des questions sur les personnes avec lesquelles elles avaient pu parler la veille du vote, qu'est-ce qui avait joué dans leur choix, et puis une case sur ce pourquoi elles avaient voté. Les personnes avaient voté. Donc c'est un questionnaire qui est librement rempli par les personnes. On a aidé certaines personnes qui ne comprenaient pas le sens des questions à le remplir avec elles, donc en étant à côté, et puis en les laissant discrètement cocher la case concernant le vote, en regardant un petit peu ailleurs. Elles pliaient le petit papier en 4, elles le mettaient dans une boîte à chaussures, et voilà, c'était la manière de garantir la confidentialité de l'échange, tout en pouvant être en aidant à la passation du questionnaire. Et on a complété ça par des entretiens avec des personnes qu'on savait être électrices du Front National ou relais de ces opinions-là dans les espaces, et puis
des maires de certaines communes, des élus, tout un tas de personnes qui pouvaient nous informer sur ce vote-là, et ensuite par une observation dans des espaces où les idées du Front National et de l'extrême droite de manière générale circulent plus largement. Bon, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un petit peu après. Alors, pour ce qui me concerne, en fait, moi, je débute mon terrain en 98, dans le cadre de ma thèse, en fait, en sciences politiques. Et comme je vis dans un territoire dans lequel c'est pas très difficile de trouver des gens qui votent pour ce parti, et j'avais dans mon entourage très proche quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, un voisin, etc. Et quand je commence à comprendre en fait qui vote pour ce parti, il y a une incompréhension parce que, enfin voilà, on était très proches sur plein d'autres choses, mais là, j'avais du mal à comprendre. Et alors, il était ancien de l'OAS, lui, il avait fait partie voilà, du FN local, etc. Et je lui demande d'être mon intermédiaire, en fait, pour essayer d'aller enquêter voilà, sur ce parti. Évidemment, comme j'arrive recommandée par lui, il n'y a pas de problème, en fait. Et à l'époque, moi, je décide de travailler sur les femmes. Alors, on parle des marges, hein, mais parce qu'au moment où je commence mon terrain, en fait, les femmes votent beaucoup moins pour le Front National que les hommes. Il y a 7 points d'écart qui séparent le vote des femmes et des hommes au début des années 2000. Et voilà, je me dis, je vais aller voir, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi ces femmes-là. Donc déjà, moi, je travaille sur des femmes, j'étais une femme, je travaille sur des femmes, donc ça facilitait un peu les choses. Et en plus, j'avais un intermédiaire qui, effectivement, m'avait recommandé. Et donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un échantillon par grappe, c'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes, puis j'aurais demandé si leurs filles ne voulaient pas faire un entretien avec moi, puis je voulais travailler sur la transmission, la socialisation, voilà, comment le vote se transmet aussi. Et c'est comme ça que j'ai constitué un échantillon d'une trentaine de personnes. Et ça a constitué vraiment le terrain de ma thèse. Mais en fait, je les ai recontactés. Je les ai revus en 2002, je les ai revus en 2005, je les ai revus en 2007, je les ai revus en 2010, 10 ans plus tard. Je voulais voir où elles en étaient. Et c'est pour ça que la porosité droite-extrême droite, je la vois bien, parce que sur la trentaine que j'avais recontactée, il y en a 15 qui ont accepté de me voir et 14 avaient voté Sarkozy en 2007. Donc là, on voit bien comment, ce moment où le RN était très bas, effectivement, travailler sur des petits échantillons comme ça. Alors évidemment, on ne prétend pas à la généralisation. Par contre, on déconstruit des processus de rapprochement, d'éloignement avec certaines formations politiques et on travaille les itinéraires électoraux. Et ça permet quand même aussi de voir comment se font les mouvements et puis arrêter de croire aussi que les électeurs sont acquis à un parti politique. En fait, ils bougent là aussi. Puis parfois, ils ne votent pas et puis voilà, ils peuvent se repositionner. Donc ça, c'est le premier volet très qualitatif à partir d'entretiens. Après, je fais des questionnaires à la sortie des bureaux de vote aussi, notamment avec, dans le cadre de la pédagogie avec les étudiants aussi, sur le territoire d'Avignon, puisque c'est des enquêtes qu'on menait les années d'élection, en fait. Donc pareil, selon les mêmes modalités. Et puis, dans le cadre d'une enquête ANR, de l'Agence nationale de la recherche, l'enquête ALCOV, qui a duré de 2017 à 2022, là, on avait vraiment élargi le travail par questionnaire sur un ensemble de bureaux de vote sur la France entière. Et là, on avait effectivement la possibilité, on distribuait le même questionnaire, en fait, mais sur des territoires différents. Donc là, on a travaillé sur 3000 questionnaires qu'on avait pu récupérer et qui nous ont permis de produire des résultats un petit peu plus généraux. Et puis à côté de ça aussi, on fait depuis une dizaine d'années maintenant sur Avignon un relevé de liste d'émargement sur 4 bureaux de vote en fait, sur lesquels on suit depuis 2015, voilà, pour essayer de repérer effectivement, parce que l'avantage des listes d'émargement, c'est que c'est un comportement, c'est-à-dire si les gens vont voter, c'est qu'ils ont signé, c'est qu'ils ont voté. S'il n'y a pas de signature, c'est qu'ils n'ont pas voté. Donc voilà, les enquêtes par questionnaire à la sortie des bureaux de vote, c'est du déclaratif. On déclare quand même ce qu'on veut sur les prêts. Bon. Alors les listes d'émargement ne disent rien du choix. Par contre, on arrive à repérer effectivement si, selon l'âge, puisque c'est les données qu'on a sur les listes, selon le lieu où on habite, c'est-à-dire le type d'habitat aussi, est-ce qu'on se déplace pour voter ou pas selon les scrutins. Donc ça permet aussi de travailler de la même manière des itinéraires de vote, quoi. Et ce qu'on peut ajouter sur cette question d'accès au terrain, c'est qu'on peut avoir tendance à croire que c'est difficile de trouver des électeurs et des électrices de l'extrême droite, ou que c'est difficile de leur parler. De la totalité des enquêtes qu'on a pu avoir sur le sujet, en fait, c'est relativement facile d'en trouver puisqu'il y en a beaucoup. Et ils ont plutôt assez envie de parler. Et donc, il faut simplement trouver un prétexte. Et le fait de réaliser une enquête en s'intéressant aux comportements électoraux, par exemple, dans un territoire, c'est un excellent prétexte pour aller tendre le micro ou le dictaphone à tout un tas de personnes qui nous expliquent pourquoi elles votent ceci ou pas, d'ailleurs. Et dans le paquet, il y a... Sans hésitation, il y aura forcément des électeurs ou électrices de l'extrême droite, et donc on pourra poser davantage de questions. C'est vraiment, je ne pense pas qu'on soit à une période où
où le vote est stigmatisé comme il a pu l'être par le passé, et où les personnes ont honte de le verbaliser. On est plutôt sur un mouvement inverse, où ça peut même être quelque chose qui est dit de manière publique, revendiqué, source de prise de pouvoir au sein d'un groupe, presque de valorisation personnelle, ou d'assumer une certaine posture aussi, presque charismatique. Nous, on en a trouvé beaucoup dans un certain nombre en tout cas, dans notre enquête, qui étaient peu avares de leur point de vue. Alors, Christelle, tu as commencé à en parler parce que pour toi, ça a plutôt facilité les choses d'être une femme pour aller parler à des femmes. Mais de manière générale, et peut-être en ayant parlé à des collègues, est-ce que faire de la recherche sur l'extrême droite en tant que femme ou en tant qu'autre minorité, allons jusque-là, est-ce que c'est plus difficile Alors, moi, quand j'ai commencé, c'était moins évident peut-être d'aller sur ce terrain-là parce que c'était des électeurs. Enfin, je rappelle, mais 2002, quand même, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, ça a quand même fait un peu de bruit, il y avait un peu de manifestation, ça crispait quand même un peu. Donc, voilà, ils étaient un peu plus prudents. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand on vient leur demander leur avis, à cette époque-là, on leur demandait pas beaucoup, donc ils étaient plutôt enclins à le donner. Et le fait d'être une femme, non, parce que à l'époque, je me présentais comme étudiante, c'est pour les besoins de mon travail étudiant. Donc, on est de toute façon en face de gens comme nous. Ils ont des familles, ils ont des enfants, donc ils font pour aider. Puis si on est recommandé, ça se passe plutôt bien. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Alors après, je ne sais pas, les personnes qui effectivement seraient racisées, issues de minorités, etc., c'est peut-être plus compliqué dans un parti comme ça. Et encore, parce que je pense qu'ils ont tellement envie de se normaliser, de se dédiaboliser, d'avoir le sentiment qu'ils sont un parti comme les autres, qu'au contraire, ils vont peut-être ouvrir facilement aussi pour pouvoir avoir une image qui soit un petit peu plus positive, quoi. Tout à fait d'accord. Okay. Alors là, c'est plus une question sur si vous voulez bien revenir sur peut-être la différence entre méthode quantitative et méthode qualitative, mais plus pour nous donner à comprendre pourquoi, quand on est dans une démarche qualitative, on ne cherche pas forcément à faire le plus grand nombre d'entretiens, et pourquoi ce n'est pas à ça qu'on juge la qualité d'une recherche qualitative. Oui, alors moi je dis le qualitatif, c'est pas du quantitatif honteux, quoi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Jean-Claude Passeron. C'est vraiment cette idée que effectivement on n'est pas là pour faire du chiffre en fait. On est vraiment là. Alors, on n'a pas vocation à avoir des échantillons représentatifs de la population, ce qui est en général le cas dans les enquêtes quantitatives, ce que nous vendent aussi les sondages. Même si on peut mettre en question les échantillonnages et les redressements qui sont faits, quand eux, ils ont du mal à rencontrer effectivement 20% d'ouvriers, c'est pas grave, ils en rencontrent 2, puis ils calent les 2 réponses qu'ils ont eues, ils les calent jusqu'à avoir les 20%. Ça, c'est un peu problématique. Donc nous, on n'a pas ça du tout en enquête qualitative. L'idée, c'est d'avoir des échantillons contrastés, c'est-à-dire suffisamment de profils différents qui nous permettent effectivement de pouvoir produire de l'analyse, mais surtout de déconstruire des processus. C'est vraiment ça, en fait, ce qu'on gagne en qualité. Oui, on le perd en quantité, mais par contre, on va beaucoup plus loin dans la connaissance des itinéraires de vie des gens. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur du récit biographique, sur de la trajectoire, pour essayer de comprendre aussi comment on en vient à voter, comment on en vient à voter pour ce parti. Je travaille sur les itinéraires matrimoniaux qui sont tout à fait intéressants pour voir comment, à un moment donné, oui, dans une trajectoire de vie, une recomposition matrimoniale, on peut prendre la carte du Rassemblement national pour participer aux activités de son nouveau conjoint, quoi. Et puis pour démontrer qu'on est bien là avec lui. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se jouent aussi chez des gens qui sont peu politisés. Donc je ne dis pas que c'est l'essentiel, mais en tout cas, ça permet de comprendre aussi comment la politique, pour une partie des gens, n'est pas l'essentiel de leur vie. Et c'est le gros problème, je pense, aujourd'hui, d'une partie des enquêtes par sondage et d'une partie des commentaires qui sont faits médiatiquement, c'est cette idée que ça intéresse un tout petit monde en fait. Et les gens au quotidien, la politique, ça vient les intéresser quand ça touche directement leur vie, quand ils sont concernés par un certain nombre de mesures, mais ils ne rattachent pas forcément ça à des grandes problématiques. Donc aller sur le quotidien et travailler qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer dans leur vie, avec qui ils échangent, etc. Ça permet aussi de comprendre comment ils se positionnent aussi sur un certain nombre de votes, quoi. Peut-être sur l'approche ethnographique, du coup, oui. Si tu veux. Déjà, qu'est-ce que c'est l'ethnographie, peut-être C'est une méthode d'enquête en sciences sociales qui consiste à aller sur le terrain, là où les personnes font ce qu'elles font, à observer, voire participer. On peut faire une observation participante, puisque certaines fois, c'est impossible de simplement regarder. On serait perçu comme un intrus ou une intruse, et donc le contexte social fait qu'on se met à manger quand les gens mangent, plutôt que de les regarder manger, par exemple.
Et de là, on peut recueillir, ce qui est le plus intéressant et va dans le sens de ce qu'on disait avant, pourquoi les personnes font ce qu'elles font en fait, et de comprendre le sens qu'elles donnent à leurs actions au moment où elles sont en train de le faire. Et de les entendre pouvoir produire des discours sur leur comportement elles-mêmes. Et de là, est-ce que la question que tu posais un petit peu, c'est est-ce que la question de la scientificité, on pourrait dire un peu comme ça, sur quand on fait des entretiens ou quand on fait des ethnographies, donc aller regarder ce que les personnes font, est-ce moins scientifique que des questionnaires ou des méthodes où on a des échantillons plus larges? En fait, c'est tout à fait complémentaire, de un, et de deux, c'est surtout la question de quelle généralité on va en tirer à partir des comportements ou des observations qu'on a pu faire. On a toutes les deux fait des enquêtes qui sont localisées, donc le but est de comprendre des comportements dans un contexte assez restreint, qui est celui des interrelations et relations de relations. Bien sûr, ça s'arrête aux frontières d'un bassin de vie, aux frontières d'un département, aux frontières d'une intercommunalité, ou peut-être un petit peu plus loin. Et puis, peut-être aussi, la science est cumulative, quoi. C'est-à-dire que quand on met côte à côte un certain nombre de travaux, ceux de Benoît Coquart, ceux de Félicia Faury, ceux de Guillaume Le Tourneur, voilà, les miens, bah oui, on voit bien que quand même, on est sur des territoires différents, on a travaillé sur des petits échantillons, mais quand même, on observe des choses qui reviennent de manière régulière, etc. Donc, ça permet d'approfondir les choses. Et c'est vrai que l'entretien dont je parlais tout à l'heure, en fait, la clé, c'est aussi de faire et de l'ethnographie et de l'entretien, parce qu'il y a à la fois ce que les gens vont nous déclarer effectivement dans le cadre d'un entretien. Alors là, dans des conditions aussi, est-ce qu'on fait l'entretien à la personne toute seule? Est-ce qu'il y a son mari ou pas? Est-ce qu'il y a des gens autour? Est-ce que ça, c'est des choses qui évidemment impactent aussi les réponses. Et puis après, quand on observe concrètement ce que fait la personne, je prends un cas très concret, mais on rencontre une militante, par exemple, elle a sa carte, elle est militante dans le parti, et puis quand on va assister à la réunion publique, elle n'écoute pas du tout ce qui se dit, en fait. Il y a une division sexuelle des rôles qui fait que c'est elle qui s'occupe de tout préparer, etc. Et donc, le rapport, il est pas nécessairement à la politique ou au contenu politique de cette organisation. Il est comment elle a trouvé sa place aussi dans un espace dans lequel elle a une utilité. Et en fait, sans l'ethnographie, si on ne va pas faire de l'observation comme ça, on ne peut pas aussi ajuster en fait, les discours qu'on recueille en entretien. Dans beaucoup de questionnaires, on enregistre avant tout les réponses aux questions que les enquêteurs ou enquêtrices se posent, plutôt que la manière dont les gens pensent ce qu'ils font. Et la complémentarité que permet un entretien ou une démarche ethnographique, c'est de pouvoir laisser le temps aux personnes de s'exprimer, le temps dont elles ont besoin, elles, en fait, plutôt que d'enregistrer en quelques secondes, cocher sur la tablette, tac, tac. C'est extrêmement artificiel et ça peut être aussi assez brusque pour les personnes, surtout si on s'adresse à des personnes qui ont peu été à l'école, qui peuvent être un petit peu impressionnées par le fait d'avoir des étudiantes ou des doctorantes face à elles qui leur posent des questions sur leurs comportements électoraux, choses dont elles ne sont peut-être pas habituées à parler. L'intimidation née de cette relation-là peut complètement biaiser les réponses. Et c'est d'ailleurs ce qui a été montré de manière régulière quand on analyse les échantillons et puis qu'ensuite on confronte à des entretiens un petit peu plus prolongés. Et puis peut-être le questionnaire sorti des urnes, c'est une méthode qui est en fait qui peut être très qualitative aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir aussi pour observer ce qui se passe à la sortie des bureaux, pour voir comment les gens nous répondent. Je pense que c'est les enquêtes quantitatives qui sont les plus fiables, hein, quand même. Ça n'a rien à voir avec toute une partie des sondages qui sont faits aujourd'hui, plus en face à face, plus par téléphone, simplement via Internet. On ne sait même pas si la personne qui nous répond est vraiment la personne qui prétend répondre. Et avec aussi des personnes qui deviennent des professionnels de la réponse parce qu'elles acceptent de répondre et que finalement on va solliciter toujours les mêmes parce que les gens ne veulent plus répondre aux enquêtes par sondage. Donc voilà, dans le quantitatif, il ne faut pas tout confondre non plus. Je pense qu'il y a des méthodes quantitatives qui sont vraiment complémentaires des méthodes qualitatives qu'on peut mettre en place en sociologie. Et donc, Armelle, tu nous parlais de l'ethnographie. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer comment, du coup, vous avez réussi à emmener tout un groupe de personnes dans cette recherche? Qu'est-ce que ça a impliqué? Et peut-être pour nous donner envie, peut-être pas de reproduire l'enquête, mais de... Ah, je vous en prie. Hein. Le terrain est ouvert en plus, donc allez-y, ils ont l'habitude maintenant. Par quoi commencer? Peut-être par le fait que ça a été permis aussi par un capital d'autochtonie, on va appeler ça comme ça, le fait
d'être directement issue du territoire me concernant, d'avoir mes parents qui y sont toujours, de bénéficier de leur réseau aussi. Ça, c'est une porte d'entrée facilitante dans un nouveau territoire. En tout cas, ça l'a été dans notre cas. Et donc, d'avoir aussi un pied-à-terre qui permet d'accueillir ses amis et de faire l'enquête ensemble. Et que le regard, en tout cas, que je porte aujourd'hui sur cette enquête est peut-être différent de la manière dont on l'a fait à cette époque-là. À cette époque-là, c'était moi, j'étais en plein doctorat, j'avais jamais fait de questionnaire. Je trouvais ça très marrant de tester des outils, des sciences sociales dont j'avais entendu parler dans mes cours et je voulais les faire. J'étais là, mais pourquoi les gens font ça? Moi aussi, je veux faire une enquête sortie des urnes, etc. Et donc, il y avait cette espèce d'engouement et peut-être un peu comment je vais dire, d'enthousiasme qui a permis d'enrôler mes amis en leur disant venez, on ne sait pas quoi faire pour les élections, on va tenter un truc. Et de ça, en fait, ça a très bien fonctionné. On a récolté plus de 700 questionnaires qui ont été très bien remplis, qu'on a ensuite pu analyser statistiquement, etc. Et ce type de méthode est extrêmement simple et ne nécessite pas d'être ni sociologue, ni politiste, et encore moins d'avoir fait un doctorat. La plupart des amis qui se sont associés à nous, donc on était une douzaine, dont 4 doctorants ou doctorantes. Et les autres personnes, pour la plupart, n'avaient jamais fait de sciences sociales et ont fait passer des questionnaires aux sorties des bureaux de vote, nous ont accompagnés faire certaines observations quand elles étaient disponibles. Et donc, il en résulte 2 choses, je trouve. À la fois, le fait de pouvoir avoir plus de 700 questionnaires remplis à la fin d'une journée et de partager le travail. Effectivement, à 12, c'est réaliste, alors qu'à 3-4 doctorants, doctorantes, pas du tout. Et donc, d'avoir une production de connaissances qui est effective, qui a donné lieu ensuite à une publication dans une revue académique et qui pour le coup a été signée par les personnes qui sont plutôt en recherche. Et puis ça a eu un deuxième effet bénéfique, et ça je pense que ça peut bien intéresser Attaque, c'est le fait de susciter des discussions, d'avoir un effet de politisation de mon entourage à cette époque-là, et qui dure encore aujourd'hui, d'avoir pu vivre ensemble un moment de politique autrement qu'à travers des écrans, à travers des mobilisations sociales, des manifestations peut-être. Et c'est peut-être ça aussi que vient reproduire le porte-à-porte, qui a un certain succès dans les élections législatives précédentes, c'est de pouvoir faire de la politique en action et d'avoir de vivre ensemble des moments de mobilisation autour des scrutins. Et c'est en tout cas ce qui me reste de cette expérience-là, et ce que je peux transmettre et qui peut être reproductible par un questionnaire sorti des urnes ou par toute autre démarche de sciences sociales ou type journalistique aussi. Peut-être pour ajouter simplement, mais c'est la même chose avec les étudiants, par exemple. On se rend bien compte quand on fait de la formation à la recherche par la recherche, qu'on les emmène en fait sur les bureaux de vote, il y en a qui ne sont jamais allés. Nous, on les emmène faire de l'ethnographie en meeting et faire de l'observation dans des meetings, et des étudiants qui me disent mais il faut payer. Je leur dis non, parce que s'il fallait payer, déjà qu'il n'y a pas grand monde, ça serait compliqué. Et en fait, on se retrouve là dans des situations où on se rend compte que c'est un monde à part. C'est quasiment, c'est pas de l'anthropologie, mais oui, on va découvrir en fait un territoire inconnu. Et ça, je pense qu'effectivement, alors nous, on les oblige à faire de l'entretien avec les gens de leur famille, et donc ils en parlent. Et c'est vrai que ça amène effectivement le sujet de la politique dans la discussion, et que c'est effectivement, ils sont tous dans des espaces sociaux, et je pense que ça, voilà, c'est aussi le rôle des sciences sociales que de montrer qu'on peut discuter de politique dans les espaces, que c'est pas forcément... en fait, on n'est pas obligé d'être dans le consensus permanent, qu'on peut aussi avoir des désaccords qui peuvent être politiques et qu'on peut en discuter. Et ça, je pense que ça a cet effet-là aussi de faire des enquêtes, quoi. Merci beaucoup. Et alors, merci beaucoup de nous avoir parlé de la manière dont vous avez fait vos études. Là, on va passer maintenant sur les résultats que ça a pu produire. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de parler un peu de vos terrains. Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé, en fait, toutes les deux. Je vais peut-être commencer par toi, Armelle. Donc, tu nous as dit que tu avais fait des enquêtes sur plusieurs villages en Mayenne, sur 3. Tu nous as un petit peu parlé aussi du fait qu'il y avait une grande distance entre les notables locaux du Rassemblement national et les électeurs et les électrices. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus ces 3 villages, quelles sont leurs caractéristiques, et si ce ne sont pas les notables locaux du Rassemblement national qui ont créé cette sociabilité pour aller voter, qui l'a fait? Ouais.
Alors déjà, c'est 3 villages qui sont situés dans un même bassin de vie, donc ils sont autour d'une ville un petit peu plus grande, qui centralise 2 industries de l'agroalimentaire, principaux employeurs des employés et ouvriers du secteur. Parce que je l'ai mentionné juste avant, mais c'est un territoire rural, mais rural où les gens travaillent globalement, et travaillent surtout en tant que salariés et ouvriers, enfin employés et ouvriers. Et pardon, la question? Il y avait aussi la question de qui apportait une influence. Ah oui, sur dans un contexte de déconnexion entre les candidats du Front National, enfin, du Rassemblement National, et puis des électeurs électrices, comment se fait Ok. Alors, déjà, c'est l'entre-soi. C'est vraiment ça. Le résultat principal de notre enquête, c'est que à la fois dans le questionnaire de sortie des bureaux de vote et puis ensuite dans l'enquête ethnographique et les entretiens, c'est que les personnes votent parce qu'elles ont eu des discussions avec leur entourage qui les ont amenées à penser que peut-être le bulletin Front National était une alternative possible ou souhaitable ou bonne pour se valoriser soi dans un certain espace social. C'est surtout ça qu'on observe nous. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas par des personnes qui sont forcément encartées dans le parti, mais ça passe plutôt par des personnes qui ont des statuts sociaux un petit peu supérieurs, donc des fractions de classe. Vraiment, on est sur des micro-distinctions, puisque c'est un territoire qui est assez... qui est structuré majoritairement autour d'ouvriers. Et donc, on a des personnes qui vont être entrepreneuses, des artisans, des employés un petit peu plus qualifiés qui vont être des relais pour des populations ouvrières. Et ces relais vont avoir lieu à travers des activités villageoises. Nous, on s'est principalement intéressé à une association de pêche qu'on a appelée les copains pêcheurs dans un des villages et qui en fait est une voie d'entrée pour les nouveaux et nouvelles habitantes qui arrivent dans les lotissements qui sont construits pour lotissements qui servent à héberger les familles qui vont aller travailler dans les usines agroalimentaires du petit bassin de vie que je mentionnais juste avant. Et finalement, dans un contexte où les syndicats sont très faibles, où il y a un tissu associatif qui n'est pas non plus très structuré, où le rôle de l'Église et des paroisses est considérablement affaibli, finalement, qui accueille ces nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes? Eh bien, c'est cette association des copains pêcheurs qui, finalement, font pas beaucoup de pêche. On a eu l'occasion de le voir puisqu'on a été à un lâcher de truite qui était une des activités assez structurantes au cours de l'année. Finalement, la plupart des personnes pêchent quelques heures, mais de manière un petit peu passive, et c'est un espace de sociabilité où on va échanger sur les actualités du village, sur la rentrée des enfants, sur la nouvelle maîtresse dans telle école, sur tout un tas du registre du quotidien, en fait, et à travers cette discussion tout à fait anodine, enfin vraiment des interactions ordinaires, c'est là que se relaient les chaînes d'interprétation de l'extrême droite, qui sont à noter par exemple autour de la valeur travail, autour d'une répartition genrée des rôles au sein de cette association. On a un verbatim à un moment dans l'article qu'on a publié qui dit les gonzesses, il en faut pas trop, sinon ça crêpe le chignon, elles sont bonnes pour faire le café ou quelque chose comme ça. On voit, sans avoir à déclarer son vote ou à mentionner son appartenance ni au parti, ni au relais du parti au local, finalement, les valeurs centrales de l'extrême droite circulent très bien autour d'une activité aussi simple que celle du lâcher de truite, par exemple. Et donc, tu avais mentionné tout à l'heure Benoît Coquart, qui a fait aussi une étude sur un territoire rural. Qu'est-ce qui est transposable ou qu'est-ce qu'il y a comme convergence entre ton étude et celle de Benoît Coquart, et qu'est-ce qui diffère? Ok. Ce qui converge, c'est l'analyse qu'il fait de certains modèles de réussite où du coup ces artisans, bon, nous dans notre cas c'est un artisan surtout dans un village qui en plus est ébéniste, donc est une particularité de la menuiserie qui est plutôt d'aller restaurer des meubles anciens dans des maisons relativement bourgeoises et du coup de pouvoir s'arroger un petit peu les capitaux des classes les plus aisées, hein.
et donc de pouvoir aussi parler de ce qu'il y a à l'intérieur de ces maisons, de relayer cet intérieur des habitats des personnes les plus riches du territoire auprès de catégories plus ouvrières qui sont dans cette dialectique dont on a parlé tout à l'heure, de se mettre surtout à distance des catégories plus précaires qu'elles et de vouloir se rapprocher à tout prix des catégories qui leur sont légèrement supérieures dans l'échiquier social. Donc ça, c'est quelque chose que Benoît Coquart a pu observer et qui est observable aussi dans d'autres enquêtes localisées du Front National, cette espèce de relais informel par des figures locales qui peuvent avoir des rôles dans des associations, dans un conseil municipal, vu comme apartisans, entre guillemets, puisque nous, l'ébéniste en question est membre du conseil municipal, et c'est bien sûr un conseil municipal qui est autour des intérêts du village. Je mentionne la manière dont il nous l'a présenté. Par contre, là où ça diffère, c'est que Benoît Coquart s'intéresse plutôt à des territoires qui sont désindustrialisés, en déclin, avec des personnes qui se vivent comme les oubliés de la mondialisation, pour reprendre des termes, ce qui n'est pas du tout le cas, enfin, à relativiser très largement, en tout cas dans la partie est de la Mayenne, où le chômage est plutôt plus faible que dans le reste de la France. Les personnes sont plutôt en emploi, nombre d'entre elles ont des CDI ou peuvent trouver très facilement du travail via l'intérim. Et donc c'est intéressant aussi d'apporter un contrepoint à ce type de discours où on aurait l'impression que c'est le déclin des territoires qui pousse les personnes dans un acte rationnel, un vote de colère par exemple, comme on a déjà pu le déconstruire tout à l'heure. En fait, c'est plutôt à comprendre dans un contexte d'affaissement d'une partie de l'électorat qui était acquise à la droite traditionnelle que sont les agriculteurs, qui partent à la retraite, qui décèdent, qui sont de moins en moins présents, et donc qui laissent une place pour de sortes de petits notables que sont les artisans, les entrepreneurs, des ouvriers plus qualifiés que la moyenne, qui jouent ce rôle de leader d'opinion et emportent petit à petit une partie de la population dans leur... qui est très réceptive, puisqu'elle cherche à se distinguer, comme on l'a dit, de l'autre partie de la population, et qui emporte avec elle cette partie de la population dans des interprétations de la France des attestés, de toute façon, on devrait fermer les frontières, etc., etc. Je module quand même ce propos en disant que c'est un vote qui est extrêmement mouvant, et ce qu'on a pu constater après, c'est que dans les scrutins qui ont suivi, on n'a pas refait d'entretien, mais en tout cas, en regardant les résultats électoraux des villages, il y a un vote une partie du vote qui est acquis au Front National ou au Rassemblement National plus récemment, qui ne change pas, et il y a une partie qui est extrêmement volatile et qui va, dans ce que nous, on observe, plutôt vers l'abstention, et en l'occurrence, pas particulièrement vers le parti au gouvernement actuellement, par exemple. Merci beaucoup. Et donc, du coup, Christelle, donc, tu nous as dit que tu avais fait principalement ton terrain à Avignon. Tu nous as parlé un petit peu donc, des différents bureaux de vote sur lesquels tu as fait ton analyse. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment c'est Avignon ? Oui, alors peut-être en préambule, dire qu'Avignon, c'est une ville qui est intéressante parce qu'elle est assez contrastée, on va dire. On voit une ville de culture, c'est le festival, avec un patrimoine aussi historique assez important. On a le sentiment qu'il y a plutôt une population aisée. En fait, c'est une des villes les plus pauvres de la région sud, dans un des départements les plus pauvres de France, le département du Vaucluse. Donc on est quand même... Pour les chiffres que je regardais, 2021, c'est 33% de taux de pauvreté sur Avignon. D'accord ? Donc on est, si on prend des villes comme Villeneuve, qui est juste à côté, ou Morières, on est à 10-12. Donc on voit bien qu'on est quand même dans une enclave de pauvreté qui est assez significative. Mais on est aussi dans un territoire où il y a des lieux qui sont très contrastés. Et nous, on a voulu justement identifier 4 bureaux de vote un peu contrastés socialement. Donc on en a pris, alors je fais référence au papier qu'on a publié dans une revue en ligne qui s'appelle Métropolitique, et j'invite à aller regarder parce que c'est totalement accessible. Et en fait, on a fait 2 papiers en 2017 et en 2022 sur les résultats électoraux à Avignon. Et effectivement, on a distingué
les bureaux de vote dans les murs, on va dire, hors les murs et puis loin des murs, en fait. Donc, parce qu'on a vraiment, alors là, pour le coup, le territoire, il est très clair. À Avignon, il y a des remparts. Donc, voilà, à l'intérieur des remparts, il y a un type de population. Immédiatement après les remparts, il y en a un autre. Et puis, en périurbain, il y en a encore un autre type de population. Et donc, on a pris un bureau de centre-ville plutôt très... Alors, bourgeois, si on peut être bourgeois à Avignon, parce que ça reste quand même... C'est pas la bourgeoisie aixoise, hein, on est vraiment sur des revenus qui sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà, parmi là où les populations les plus favorisées sont et où le vote de droite, pour la droite républicaine, était majoritaire. On a pris un bureau de vote dans un quartier politique de la ville, en fait, qui est vraiment hors les murs. Et là, on a des taux d'abstention qui sont très, très élevés. Et ensuite, on a 2 bureaux de vote en zone périurbaine, où là, c'est dans la commune de Montfavet, qui est vraiment la zone périurbaine d'Avignon. Et là, on a 2 bureaux de vote côte à côte, donc c'est la même entrée, hein, mais c'est 2 bureaux de vote dans une salle des fêtes. Et il y en a un qui plaçait Mélenchon en tête et l'autre est placé le Rassemblement national en tête. Donc on est a priori sur les mêmes territoires, et en même temps, les bureaux de vote sont découpés de telle manière que finalement, on se retrouvait... Voilà. Donc on a choisi des bureaux contrastés de ce point de vue-là, en essayant de les suivre comme ça. Alors les suivre au niveau... Donc c'est sur ces bureaux qu'on relève les listes d'émargement. C'est sur ces bureaux où on essaye de faire des questionnaires à la sortie des bureaux de vote à chaque élection. Et puis, c'est aussi sur ces bureaux où, depuis quelques années, on essaie de constituer une base électorale, en fait, pour croiser les données électorales et puis les données de l'INSEE, voilà, sur ces territoires, pour essayer, effectivement, de montrer que le vote, il ne se distribue pas au hasard socialement et que l'abstention ne se distribue pas non plus au hasard socialement. Donc voilà, c'est un peu de cette manière-là qu'on essaie de travailler. Alors, évidemment, c'est très localisé. Mais c'est vrai quand même qu'on observe des choses qui sont tout à fait intéressantes. Par exemple, si on regarde en 2017 et 2022, on avait très bien identifié qu'Avignon était une enclave de résistance au vote RN. Hein. Jean-Luc Mélenchon arrivait en tête au présidentiel. Et c'est des choses qu'on avait soulevées alors qu'on nous expliquait non, le Vaucluse est acquis en fait au Rassemblement national. Et on a vu là, aux dernières législatives, la victoire sur la première circonscription du Vaucluse de Raphaël Arnaud. Donc il y avait un potentiel électoral là pour effectivement, parce qu'il y a un électorat de gauche qui est là et qui effectivement ne votait pas aux dernières élections, était majoritairement abstentionniste et qui a été remobilisé. Donc voilà, déjà ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en fait de la domination RN sur des territoires qui sont effectivement très majoritairement à l'extrême droite, mais qu'effectivement il y a matière à aller reconquérir des populations. Alors voilà, ça demande un travail. Alors ça s'est fait très rapidement dans cette campagne qui a été très courte, mais avec des effets d'enrôlement et de politisation assez forts qui ont permis, à mon avis, parce qu'il y a eu un gain de voix assez significatif par rapport en fait aux dernières élections. Merci beaucoup. Armelle, tu nous parlais du coup donc des médiations informelles, du fait qu'il y avait des discussions. Je propose qu'on revienne un petit peu là-dessus et qu'on parle un petit peu de ce qui détermine le vote. Donc on a aujourd'hui quelque chose qui est bien établi, qu'effectivement il y a une influence de l'entourage. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, le décrire peut-être un peu plus en détail? Tu as parlé un peu de l'association de pêche. Est-ce qu'il y a d'autres espaces où cet entourage va avoir un impact sur les électeurs et électrices? Et puis, même question du coup pour... Ok. Au sein de la famille, déjà, on peut parler de cette institution-là qui reste assez forte pour avoir des discussions, pas forcément pour être d'accord, mais au moins pour aller voter. Ça peut être une action qui est faite en famille, et surtout quand on sait que certains des enfants restent inscrits dans les bureaux dans lesquels ils ont été inscrits à leur majorité, et donc il peut y avoir cet effet... nous, on a observé ça de manière assez forte en Mayenne, où on vient voter avec ses parents. Et c'est l'occasion aussi d'un dîner ou d'un déjeuner familial, d'une activité de regroupement familial. Sans doute que si les parents ne votaient pas, les enfants ne viendraient peut-être pas ni au déjeuner familial, ni au bureau de vote, voilà, par exemple. Et puis, dans ces... Donc là, c'est strictement sur l'acte de vote, mais sur les relais de positions proches de l'extrême droite, ça se passe tout au cours de l'année dans tout un tas d'activités très ordinaires, hein, et qui du coup sont aussi à comprendre comme politique au sens les personnes n'y mettent pas forcément de sens politique partisan, mais nous, en tant que sociologues, on peut regarder ces activités-là comme comprenant un sens politique. Ça va être le choix des loisirs qu'on peut faire, ça va être est-ce qu'on s'inscrit, par exemple, le village dont je parlais, où il y a cet artisan ébéniste, il y a 2 associations, alors celle des copains pêcheurs et puis celle de restauration de la paroisse. Et donc, là, je ne vous fais pas un dessin sur qui agrège quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait
3-4 entretiens avec des personnes de l'association de la paroisse, où il y a une des personnes qui a aussi été un ancien maire de ce village, qui en fait était un maire, alors pas encarté PS, mais d'appartenance PS. Et cette association, avec un capital culturel largement plus élevé, en fait va agréger donc ce maire sympathisant PS, et aussi une petite bourgeoisie, parce que pareil, on est sur des territoires où la notion de bourgeoisie est plutôt à nuancer, mais une légère bourgeoisie qui va être intéressée par la préservation du patrimoine et qui pourra certaines fois être un relais d'une droite conservatrice, de l'impermanence de la France, de tout un tas de motifs de ce genre-là. Donc on va avoir, je clive à dessein, hein, mais on va avoir un certain type de population qui va s'intéresser à cette association-là, et de l'autre côté, on va avoir l'association des copains pêcheurs, qui ensuite a été un petit peu subdivisée, l'association des copains pêcheurs et celle du tennis de table, mais en fait qui est tenue par les mêmes personnes, et qui là rallie des populations plus jeunes, les familles qui viennent d'arriver, les hommes seuls, qui viennent chercher du travail, donc dans le cadre de mobilité professionnelle, et vont parfois ne connaître personne, chercher à s'insérer à travers les activités qu'on leur propose. Et comme il n'y a que ça, bon, le choix est vite fait. Et donc, à travers ces associations-là, proposent des repas, proposent des tournois de tennis de table certaines fois, des lâchers de truites, ok, on a pu le mentionner. Et puis, ce sont des personnes qui se croisent et n'ont de cesse que de se croiser dans un espace qui est extrêmement petit, dans la queue du supermarché, dans une activité de loisir, il y a un plan d'eau, ils marchent autour du plan d'eau, ils se retrouvent. Et c'est là que s'échangent tout un tas d'idées. Je pourrais parler aussi une kermesse où on fait travailler les enfants, par exemple. Nous, on a fait une observation d'une petite kermesse, et c'est très intéressant de voir qui était soutenue par l'association du tennis de table, et où on faisait travailler les enfants à faire du service, parce que comme ça, ils pouvaient apprendre la valeur travail, maîtriser les gestes techniques, surtout les petites filles, et puis être vus pour quand il y aurait du travail. C'est très important, cet enjeu-là. Et donc, à travers un geste aussi anodin que proposer son fils ou sa fille pour servir la kermesse, en fait, il se passe tout autre chose, et ça revêt une dimension politique si on sait le regarder comme tel à travers justement la démarche ethnographique dont on a pu parler tout à l'heure. Je m'arrête là, je crois. Oui. Non, alors, non, mais pour compléter, évidemment, la famille, hein, ça c'est très très net. Et alors, pour le coup, sur les mouvements droite, extrême droite, quand on fait des entretiens familiaux, c'est-à-dire qu'on décide de rencontrer tout le monde, alors on a les enfants, on voit comment voilà, on se convainc les uns les autres. Mais si, mais moi j'ai déjà voté, mais tu vas y aller, mais si tu vas y aller, tu dois y aller. Puis bon, maintenant on va voter Marine parce qu'il y en a marre, de toute façon. Et on voit vraiment comment, d'un seul coup, tout le monde se met d'accord. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des choix qui sont rediscutés à chaque fois. C'est pas acquis du tout. Mais c'est vraiment aussi comment on remet aussi ces questions-là dans la campagne. Après, sur les territoires sur lesquels je suis, il y a les associations de défense des traditions, du patrimoine folklorique, etc., qui sont très largement investies aussi par les élus RN, hein, qui évidemment les subventionnent en enlevant des subventions à d'autres associations de danse orientale ou de choses comme ça, et puis on va valoriser ces associations-là. Donc là, évidemment, se développent des choses. Et puis des événements locaux qui peuvent paraître très triviaux, mais des lotos, par exemple, voilà, où les gens, en fait, vont se retrouver. La mairie va être... Enfin, moi, je sais qu'à Orange, par exemple, Jacques Bompard, c'était sa spécialité. Tous les événements qui vont pouvoir rassembler le centre-ville, alors évidemment, le centre-ville, hein, c'est-à-dire celui qu'on préserve des quartiers périphériques, hein, dont on s'est bien assuré qu'ils n'avaient pas d'accès au centre-ville, mais effectivement, où on peut avoir effectivement là des gens qui vont se rencontrer. Et comme il y a un repas, et comme il y a de la sociabilité qui se crée, c'est aussi, voilà, pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens déplacés, hein, on est quand même, enfin le sud-est, la région sud, on est sur une région aussi où il y a des nouveaux arrivants. Alors il y a deux types d'arrivants. Il y a les arrivants à fort pouvoir d'achat, qui sont plutôt cadres, diplômés ou retraités, qui viennent s'installer pour une retraite ensoleillée. Et puis on a aussi des populations beaucoup plus défavorisées qui arrivent, plus visibles. Voilà, donc en fait on a vraiment des locaux qui sont pris entre les deux, qui en plus subissent une pression immobilière très très forte, hein, parce que le prix du foncier s'est considérablement élevé dans ces territoires-là, et qui effectivement vont retrouver dans ces espaces-là des gens qui partagent les mêmes préoccupations qu'eux, et effectivement c'est là que peuvent aussi se mettre en place un certain nombre de discussions, alors qui se réactivent pendant les campagnes évidemment, qui vont se réactiver à la faveur aussi de ce que les médias mettent dans l'actualité.
Et forcément, quand il y a une agression, quand il y a quelque chose comme ça, que ça fait voilà, que tout le monde en discute et puis qu'on en parle d'une certaine manière, c'est un cadrage médiatique qui fait qu'on va en parler comme ça. Si vous êtes dans des environnements dans lesquels ce cadrage il est gardé, il n'y a personne pour venir apporter la contestation en disant c'est pas tout à fait comme ça. Évidemment, ça favorise aussi voilà, une adhésion, enfin sinon une adhésion, mais au moins voilà, un vote favorable à ce parti à la prochaine élection, quoi, même s'il n'est pas acquis et même s'il n'est pas définitif. Merci beaucoup. Alors justement, sur ces notions de proximité, dans vos travaux respectifs, on retrouve un certain nombre de personnalités. Donc dans les travaux d'Armel, on a le personnage de Patrick, donc ce fameux, enfin que tu appelles Patrick, ce fameux ébéniste qui est une proximité du coup avec les habitants. Et on a la figure aussi de Jean qui du coup est, alors je crois enfin c'est un notable local. Je ne sais plus s'il est candidat ou pas. Oui, il est candidat aux législatives. Et dans les entretiens que Christelle a pu mener, il y a deux images qu'on retrouve, donc deux femmes. Il y a Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, et certains ou certaines enquêtées qui se sentent proches de Marine Le Pen et qui voient Marion Maréchal Le Pen comme quelqu'un qui est un peu plus loin, qui a fait davantage d'études et où ils sentent une petite différence davantage. Comment ces personnages, quelle place ils ont aux yeux des électeurs et électrices, et à quel point est-ce qu'ils vont avoir ils et elles vont avoir de l'influence sur les électeurs et électrices? Tu veux commencer ? Oui, je peux. Alors sur ces figures-là, féminines, dans un parti qui ne l'est pas, on a tendance à penser que ça joue beaucoup aussi dans le fait qu'il y ait une partie de l'électorat, et notamment féminin, qui se rapproche. Alors ça, c'est pas du tout prouvé. Déjà que les femmes votent pour des femmes, c'est absolument pas prouvé. Particulièrement dans cette portion-là du champ politique, parce qu'il y a quand même la politique reste associée quand même à des valeurs masculines, et puis avec cette idée que la compétence, elle est masculine, elle est pas féminine. Après, Marine Le Pen et Marion Maréchal, c'est quand même des héritières, quoi. Elles sont quand même héritières d'une petite entreprise politique qui fonctionne assez bien. Elles se sont installées dans le paysage, parce que bon, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on perd de vue, parce que aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est le parti le plus ancien, en fait, dans un champ politique qui est complètement chaotique, dans lequel les gens ont énormément de mal à se retrouver. Finalement, c'est un peu le repère pour des tas de gens qui sont nés aussi avec ces personnages-là. Marine Le Pen, il y a des gens qui n'ont connu qu'elle, en fait, et elle constitue quand même un repère. Donc, moi, je pense que ça, le fait que ce soit des Le Pen, et le fait effectivement qu'elles appartiennent à une formation qui est bien installée finalement dans le paysage, c'est beaucoup plus décisif que le fait qu'elle soit une femme. Et moi, c'était quelque chose qui était beaucoup plus mis en avant par des hommes. Alors, les hommes mettaient beaucoup plus en avant le fait que le parti était dirigé par une femme, parce que c'était une manière pour eux de montrer qu'il était moderne, il était ouvert, que finalement ils n'étaient pas fermés. Donc là, ce truc-là sur les personnalités politiques, évidemment, ça joue beaucoup. En fait, Marine Le Pen, elle parle beaucoup parce que les gens ont le sentiment qu'elle parle d'une manière qu'on comprend. Voilà, ça, c'est quelque chose qui revient. Voilà, elle parle comme nous, au moins quand elle parle, on comprend ce qu'elle dit. Et puis, bon, comme elle va de temps en temps bousculer un peu, renverser la table, les gens ont l'impression qu'elle exprime aussi des formes de frustration qu'ils peuvent avoir. Mais voilà. Alors après, Marion Maréchal, c'est un peu plus particulier parce qu'elle était implantée sur le Vaucluse quand même. Le fait qu'elle ait été élue députée en 2012, ça lui a donné quand même une assise locale assez forte, mais elle a joué vraiment, elle, la proximité à la droite, quoi. Elle a défendu, voilà, nous on est la droite, on est la vraie droite, et vraiment ses successeurs sur le territoire du Vaucluse refusent d'être taxés d'extrême droite, ils sont la vraie droite. Voilà. Donc, elle a beaucoup plus joué en fait de la notabilisation, et puis aussi soigner ses relations avec les élus de la droite locale pour essayer de se fondre en fait dans ce paysage local. Donc voilà, c'est au titre de je pense de leur héritage politique et de cette implantation locale qu'elles ont bénéficié sans doute aussi d'une notoriété un peu plus forte sur les territoires sur lesquels je suis. Et sur donc la proximité à des figures locales, pour répondre à ta question, ce que nous on a pu observer, c'est que donc je reprends mon exemple avec l'artisan ébéniste, là ça peut être le plus simple, donc celui qu'on appelle Patrick dans notre article qui a été publié. Ça va être une figure qui va repousser autant qu'elle va attirer en fait, dans un contexte où il y a très peu de personnes qui sont... il y a un affaiblissement des personnes qui sont indépendantes parce que beaucoup d'ouvriers et quelques employés.
ça va produire un effet donc de moins en moins d'agriculteurs et donc de plus en plus de place accordée au statut de « il entreprend, il prend des risques, en plus il a créé des emplois à une certaine époque parce qu'il avait un apprenti et puis il a pris l'enfant de machin et le cousin de bidule en stage alors qu'il ne trouvait rien en troisième ». Et donc il y a cette inscription aussi dans des relations servicielles et d'hyper-proximité de territoires qui sont finalement fermés un petit peu sur eux-mêmes. Hein. Ce qu'on voit dans les questionnaires sortis des urnes, c'est que beaucoup de personnes sont nées dans l'intercommunalité où elles votent aujourd'hui, quel que soit leur âge, ou au moins sont nées au sein du département. Ce qui explique aussi cette fermeture, cette fermeture territoriale. Hein, je crois que c'est quelque chose comme plus de 80% de la population qui est née, qu'on a enregistré dans le questionnaire sorti des urnes, qui est à minima née dans le département, si ce n'est dans l'intercommunalité, et qui du coup a très largement bénéficié tôt ou tard dans son existence du réseau d'interrelations, par exemple de cet ébéniste ou de toute personne qui a pu croiser sa route, et donc et qui voit aussi au-delà du village, par exemple, cette figure de Patrick, elle est relativement connue. Bon, c'est pas non plus un charisme qui dépasse les frontières du département, mais c'est une personne qui va être connue parce qu'elle a rendu des services, parce que son savoir-faire en termes d'ébénisterie a été valorisé par des personnes qui comptent dans l'espace social, que sont les plus petits bourgeois ou aristos un petit peu déchus qui peuvent avoir des châteaux dans ce coin-là de la France et qui ont fait appel au bon service de cet ébéniste et qui du coup ont plutôt été contents. Et donc lui se valorise de ça, les personnes peuvent relayer, ses clients peuvent aussi relayer son savoir-faire, créant une petite notabilité. Et puis cette personne, cet ébéniste est aussi en lien avec d'autres réseaux, notamment le réseau des chasseurs avec lesquels il va à des déjeuners très régulièrement, avec d'autres associations qui peuvent porter des messages des valeurs assez proches des siennes et donc faire un effet de résonance entre différents espaces et donc cliver par rapport à d'autres espaces culturels un petit peu plus élitistes ou des pratiques de la lecture ou des pratiques de sportives. Par exemple, il y a un petit club de natation qui n'a pas très bien apprécié certaines des dotations qui ont été données à l'association de tennis de table et pas la natation. Voilà. C'est toujours une histoire de vase communicant dans des territoires très petits où les ressources sont quand même restreintes, quoi. Et donc, à travers des micro-actions comme des dotations associatives, en fait, se lisent des décisions politiques en creux et aussi des effets de valorisation de certains personnages au détriment de d'autres. Et je voulais ajouter, tout à l'heure, je n'ai pas mentionné ça, une des spécificités, je vais très vite, du territoire dans lequel on a fait cette enquête, c'est qu'il y a très peu de personnes racisées, pour ainsi dire aucune. Et pourtant, les schèmes d'assistanat, de non-travail, de l'immigration sont très présents dans les discours. Et moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais voulu enquêter dans ce territoire-là, c'est qu'on connaît d'autres enquêtes dans d'autres territoires qui peuvent être où il y a une confrontation sociale et raciale avec des personnes provenant, quelle que soit l'origine géographique, mais provenant de cet ailleurs, entre guillemets. Et là, dans le terrain mayennais, l'ailleurs, il est extra-départemental. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même une reproduction du eux contre nous, mais à une distance géographique très, très faible. Et donc, les fois où sont mentionnés des propos à consonance raciste, ça va être pour des personnes qui viennent de la ville voisine, qui sont issus de l'immigration et qui vont, par exemple, être intérimaires dans l'usine agroalimentaire le dimanche sur les 3-8. Parce qu'en fait, le dimanche, les ouvriers du coin ont envie d'être en famille, ne veulent pas pourvoir ce créneau de travail-là. Et donc, on fait appel à des intérimaires qui viennent de plus loin. Et ensuite, on a rencontré les représentants syndicaux de l'usine en question qui nous ont expliqué cette raison-là. Et pourtant, cette présence des personnes racisées de la ville voisine va être comprise comme « ils nous piquent nos emplois », alors qu'en fait, ça c'est plutôt une nécessité qui a été relayée par une agence d'intérim et on a été chercher les personnes dans la banlieue de Laval, située à quand même 45 minutes, quoi. Donc
Tu anticipes en fait la dernière question que je voulais poser. Non, mais c'est parfait, c'est tout à fait parfait. Donc, parce qu'on trouve aussi chez Benoît Coquart ce déclenchement d'un racisme dès lors qu'il y a une domination économique blanche qui est remise en question en fait. Donc du coup, je vais te poser aussi la question, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer dans ton travail? On n'a pas beaucoup parlé de racisme en fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort aussi des entretiens que tu as pu faire dans le cadre de dans le cadre de ton travail? Oui, alors sur la question du racisme, elle est centrale et pour le coup, le travail de Félicien Faury, à mon avis, pose assez bien les choses. C'est quelque chose qu'on a peut-être un peu évacué dans les travaux de sociologie avant, parce qu'il y avait cette idée qu'on n'allait pas stigmatiser en fait les gens qui votent pour ce parti. Et effectivement, c'est une question qu'on a laissée un peu de côté. Or, je pense qu'elle est quand même assez centrale parce que elle pose cette question, elle est couplée à la question de la représentation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un défaut de représentation évident dans notre société, avec des gens qui ne se sentent pas représentés par nos élites. Et on a des élites qui appartiennent quand même à des catégories très spécifiques. Et donc, il y a un racisme structurel quand même dans la société qui fait que oui, il y a des catégories qui sont exclues du logement, qui sont exclues du travail, qui sont en difficulté à l'école, qu'il y a des territoires qui sont abandonnés complètement par les pouvoirs publics. Et on le voit très clairement. À Avignon, il y a des espaces dans lesquels on se demande si effectivement il y a des politiques qui sont mises en place. Donc, on se retrouve vraiment dans cette configuration. On ne peut pas faire comme si on ne voyait pas ça. Parce qu'effectivement, je pense que c'est au cœur des choses. Et c'est un moyen de venir remobiliser aussi des catégories qui ne votent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi porter ce discours-là et porter de l'autre côté une rediabolisation du vote RN. Parce qu'il y a un gros enjeu quand même. Il s'institutionnalise. Alors là, on parle des électorats, mais à mon avis, ce n'est pas le plus grave. Hein. On doit être beaucoup plus, je pense, inquiet de ce qui se passe dans nos institutions. On leur a donné les clés de l'Assemblée nationale. Ils sont au Parlement européen. Les travaux d'Estelle Delaine le montrent très clairement. Comment, dans les couloirs, effectivement, de l'Assemblée, ils se légitiment aussi. Aujourd'hui, ils prennent des places, ils prennent un certain nombre de postes et ils sont en capacité de mettre en place. Et ils ont surtout des élites qui sont assez conciliantes. Et sans doute, jusqu'à présent, je pense que si le Rassemblement national n'est pas arrivé au pouvoir, c'est parce que les élites freinaient un peu. Si on commence à avoir des élites politiques et économiques qui lâchent tout et qui, effectivement, sont prêtes à aller sur des accords avec ce parti-là, là, il y a vraiment de l'inquiétude. Donc, je pense que la question de la rediabolisation, elle est centrale et elle se fait aussi sur la question du racisme. C'est un vote raciste. Il faut que les gens l'assument comme étant un vote raciste et il faut aussi que dans les conversations quotidiennes, les gens interpellent aussi. Bon, tu votes pour ce parti, il est raciste. Alors, écoute, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu ne viens pas m'expliquer qu'il n'est pas raciste, ni qu'il n'est pas d'extrême droite, parce que nous, c'est des discours qu'on nous tient aussi à l'université. Aujourd'hui, on a des étudiants qui viennent nous expliquer que non, le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite, ou que l'Action française n'est pas d'extrême droite. Et on est obligé de ramener à des travaux d'historiens, à des travaux de sociologues, pour dire, non, mais attention, on parle de quoi? Donc, il y a une confusion qui est telle qu'à un moment donné, je pense que cette question, elle doit être posée à la fois pour que des catégories qui se sont exclues se sont représentées aujourd'hui dans les discours des partis politiques. Et ça ne suffit pas de dire qu'il faut de l'égalité entre les hommes et les femmes, ça ne suffit pas de dire qu'il faut de l'égalité entre les personnes racisées et les autres. Non, il faut mettre en place concrètement des mesures politiques qui permettent d'atteindre cette égalité pour que ces gens-là reviennent vers le vote et pour qu'effectivement on arrive à rediaboliser un vote qui est clairement raciste. Ça fait un peu la transition vers la dernière partie qui malheureusement va être un peu écourtée, ce qu'on a passé. Mais c'était passionnant. Non, c'était passionnant. Donc on a eu vraiment beaucoup de mal à couper nos questions et à vous couper vous. Mais c'est du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ce que vous nous avez expliqué en tant que militants et militantes? Alors, on a déjà parlé un petit peu des thématiques qu'il fallait remettre au centre du débat. On a parlé de redistribution, effectivement, repolitiser ces questions-là, repolitiser la question de la justice fiscale, mais plus à travers la question des services publics. Est-ce que ce serait mal vous interpréter que de dire que, du coup, nous aussi, si le racisme est central dans ce vote-là, est-ce que du coup nous aussi il faut que, si nous aussi on doit assumer un discours antiraciste qui passerait aussi donc par une politisation de la question des services publics en assumant de porter une autre vision de l'État social, l'État providence, ça dépend comment on l'appelle. Je vais peut-être répondre pas exactement à ce que tu suggères, mais je dirais que même quand on sait tout ça, que fait-on, si j'ai bien suivi la logique de ta question, c'est
moi, ce que j'en tire à titre personnel et puis peut-être un peu à titre collectif avec toutes les personnes qui ont fait l'enquête avec nous en Mayenne et puis le recul qu'on a pu prendre dessus, c'est aussi l'importance d'aller s'insérer dans des dynamiques au local. Si on veut avoir un poids au moment du scrutin pour pouvoir parler à nos voisins, voisines géographiques, mais en fait, c'est pas en faisant du parachutage la veille du scrutin qu'il peut se passer quoi que ce soit. Ça, c'est illusoire et on l'a bien remarqué. Ça peut avoir une vertu de débat, mais ça peut pas avoir une vertu ni de changement d'opinion, ce qui est un petit peu vain, ni de mobilisation pour des personnes qui ne se sont pas organisées pour aller voter. Elles sont indisponibles, elles ont prévu autre chose, elles ne sont pas inscrites sur les listes électorales. C'est quand même un cas qui est assez fréquent. Elles n'ont pas fait de procuration. Et donc, on arrive à faire du porte-à-porte la veille du scrutin ou l'avant-veille. Et en fait, c'est une partie du travail à faire, mais c'est tout ce qui est intéressant et qui est complémentaire à faire serait à effectuer en amont. Et quand je dis en amont, c'est loin en amont, c'est s'investir dans les territoires dans lesquels on réside, créer des dynamiques associatives. Ce qu'on voit très bien, en fait, c'est que dans les territoires où il y a des mécanismes de rétention du vote pour l'extrême droite, il est un petit peu plus difficile, donc des mécanismes d'encadrement des populations que peuvent être le tissu associatif, que peuvent être les syndicats, que peuvent être des mobilisations circonstancielles aussi autour d'intérêts strictement communaux, autour du maintien d'un service public, autour de la construction d'une infrastructure, au contraire de la pérennisation d'une classe supplémentaire dans un village rural, plutôt que d'avoir un regroupement où une partie des classes sont faites dans un village et l'autre partie des classes dans un village. Tout ça, c'est des mobilisations circonstancielles qui permettent de coopérer avec les habitants et habitantes au local, de construire des relations d'alliance qui ensuite sont des espaces de discussion et de mobilisation pour les moments où le scrutin est lié. Oui, je pense qu'il faut sortir de cette idée que l'ensemble de la population est acquise à ces idées. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, je renvoie aux travaux de Vincent Tibéri. Il vient de sortir un ouvrage où il montre bien qu'il n'y a pas d'extrême droitisation de l'opinion publique. Extrême droitisation de nos élites, c'est clair. Extrême droitisation du champ médiatique, c'est clair, mais pas nécessairement de l'opinion publique, notamment des catégories les plus jeunes, qui sont des catégories qu'il faut aller remobiliser, parce que sur certains scrutins, c'est jusqu'à 80% d'abstention. Chez les 18-24 ans, les seniors votent 2 fois plus que les jeunes, ça pose des questions, évidemment. Donc, ça veut dire, évidemment, assumer des offres politiques qui portent aussi des problématiques qui sont importantes pour ces catégories-là, et effectivement aussi promouvoir des candidatures qui sont autres que les candidatures qui sont aujourd'hui celles des partis politiques. C'est-à-dire, oui, des femmes, oui, des représentants des minorités, oui, des jeunes, laisser aller sur des candidatures des personnes jeunes, ne pas leur donner des territoires qui ne sont pas gagnables systématiquement. Enfin, je veux dire, si les partis politiques... De toute façon, bon, les partis politiques, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Hein. Il faut pas, ça ne va pas changer de toute façon. Donc, je pense qu'il faut pousser à l'extérieur, à l'intérieur, pour essayer de les forcer à faire autre chose. Parce qu'ils ne le feront pas tout seuls. Et effectivement, là, le mouvement social, on a commencé là-dessus. Évidemment, le mouvement social, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que ça pousse, parce qu'effectivement, il faut les contraindre, il faut leur tordre le bras, très clairement, pour qu'on ait une représentation qui soit différente de celle qu'elle est. La représentation, c'est une représentation miroir. Il faut que les gens se voient, quoi. Il faut qu'ils se voient dans leurs représentants pour avoir le sentiment qu'on les prend en considération. Si on ne les prend pas en considération, ils ne jouent pas le jeu. Et aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie de la population qui ne joue pas le jeu, quoi. Bon, moi j'aurais eu encore plein de questions à poser, mais vraiment merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous. Bravo.